regarder ces vieilles images en noir et blanc. C'était il y a longtemps, tellement longtemps. Ces images toutes rayées comme des fossiles. Imaginez un peu ma stupeur si, de mon vivant, j'avais pu voir ces images s'animer pour la première fois. Moi, qui vous parle depuis le royaume des ombres. Regardez-les, qui vous font signe. Ne cherchent-ils pas à vous voir? N'est-ce pas qu'ils voudraient passer derrière la vitre, sauter de l'autre côté du miroir? Mais comment sont-ils arrivés là? Je vais vous raconter leur secret. Cinématographe. Qui sait encore ce que le mot veut dire? Mais que se passe-t-il au premier étage de la Tour Eiffel? Un homme déguisé monte sur un tabouret branlant. Il porte presque une tenue de carnaval, une fausse peau de bête. On dirait un animal dressé pour un numéro de cirque. L'un des comparses ressemble à un montreur d'ours. Il l'encourage. L'autre ne bouge pas. Il attend. Il attend le spectacle. Comme vous. Le cinéma, c'est l'art de marcher et de voler, d'apparaître et de disparaître, l'art d'exister éternellement. Mais n'allons pas trop vite. Oui, revenons en arrière, plusieurs dizaines d'années plus tôt, quand je suis arrivé ici, au début de l'été 1837, au terme d'une vie bien remplie. Moi, Étienne Gaspard Robertson, moi, le physicien et l'aéronaute connu dans le monde entier, moi, le fantasmagore, regardez mon tombeau au Père-Lachaise, admirez mon catafalque de pierre. Vous voyez? Des démons paradent tout en haut. N'est-ce pas un simulacre de messe noire? Des têtes de mort m'escortent. Des masques, des hiboux, des chauves-souris. Mon nom est un nom de théâtre. J'étais né Robert, à Liège. Je suis devenu Robertson. Robertson, à la manière des auteurs de romans noirs, des romans gothiques, ces livres démoniaques venus d'Angleterre tout autour de la Révolution. Vous n'auriez pas dû oublier combien j'avais été fameux pour mes ascensions en ballon. On m'a vu à Prague, à Madrid, à Vienne, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Le 18 juillet 1803, à Hambourg, j'ai atteint le point le plus haut de l'atmosphère auquel l'homme fût jamais parvenu. 3670 toises, plus de 7000 mètres. De part et d'autre de mon tombeau, 2 bas-reliefs résument ma carrière, comme le positif et le négatif d'une photographie. Cette invention que je regrette tant de ne pas avoir connue. Comme le jour et la nuit. Et la nuit, j'étais célèbre pour faire peur avec mes projections lumineuses. Presque 100 ans avant les premières séances du cinématographe des Frères Lumière. Il fallait d'abord descendre d'interminables marches. Il fallait s'enfoncer dans la nuit noire du couvent des Capucines
où j'avais caché le spectacle de mes projections lumineuses. Je projetais les spectres, je convoquais les défunts, les décapités de la terreur, les démons les plus affreux. Il fallait appeler l'enfer à son secours, a dit le marquis de Sade, tellement on avait vu d'horreur pendant les journées révolutionnaires. Le peuple se plaisait, dans mes séances de fantasmagorie, à voir l'ombre des tyrans. Leur fantôme s'avance, un cri d'horreur s'élève. Tout à coup, la tête se sépare du corps. Un terrible coup de tonnerre éclate, et des acclamations de joie accompagnent la détonnante fulmination. Citoyens et messieurs, je ne suis point de ces aventuriers, de ces charlatans effrontés qui promettent plus qu'ils ne tiennent. J'ai assuré dans le journal de Paris, du 4 germinal de l'an 6, que je ressusciterai les morts, je les ressusciterai. Ceux de la compagnie qui désirent l'apparition des personnes qui leur ont été chères et dont la vie a été terminée par la maladie ou autrement, n'ont qu'à parler. J'obéirai à leurs commandements. C'est ainsi que j'ai réveillé les images aux couleurs éclatantes, les visions qui dansent sur le mur du fond, la ronde des morts vivants. Dans la salle de la fantasmagorie se donnaient des rendez-vous qui ne pouvaient avoir lieu autre part. La peur, l'espièglerie, un peu de libertinage, rapprocher les pieds, et quelquefois les mains du voisin et de la voisine. Les vivants n'y sont pas moins occupés que les morts, disaient les mauvaises langues. Maintenant, je peux vous l'avouer, je n'ai rien inventé. Depuis 2 siècles, la lanterne magique accomplissait des prodiges. Dès les années 1640, dans son traité d'optique, L'Ars Magna Lucis et Umbrae, le grand art de la lumière et de l'ombre, Athanas Kircher, un père jésuite qui était la curiosité faite homme, avait exposé toutes les illusions dont la petite boîte de projection était capable. Et moi, je rêvais de faire de la lanterne, des précepteurs ou des colporteurs allant de village en village, de salon en salon, un spectacle, un grand spectacle. Les plaques de lanterne magique avaient beau être merveilleuses, elles projetaient des images fixes, désespérément fixes. Bien sûr, mes ancêtres avaient inventé des procédés qui mettaient en mouvement les images, la superposition, le fondu enchaîné, et même les bruitages. Pendant longtemps, et encore après moi, les montreurs de lanternes continueront de se servir des mêmes trucs.
Vous ne vous doutez pas du nombre d'opérations que l'on devait effectuer pendant une séance. De tous ces mouvements, je me suis servi moi aussi, jusqu'à plus soif. J'ai tout utilisé. Mais cela ne me suffisait pas. Alors, moi qui vous parle d'outre-tombe, j'ai eu l'idée d'installer ma lanterne magique sur des roues. Le fantascope, mon projecteur, permet de grossir l'image. Il s'avance insensiblement vers l'écran. Il s'éloigne tout doucement ou très vite. Changement de dimension, accélération des proportions, marche arrière, métamorphose. On ne perd jamais le point grâce au système de lentilles dont j'ai pourvu l'objectif. Le fantascope est une machine à voir. À voir quoi? À voir ce que l'on ne peut pas voir d'habitude. Une machine à voir les fantômes, les fantasmes, comme disent les Italiens ou les Espagnols. La nonne sanglante se rapprochait des spectateurs. Ils se déplaçaient pour lui livrer le passage. J'ai toujours cherché les coups de théâtre, la surprise, surtout la surprise. J'ai utilisé des fumigènes, j'ai déclenché la foudre. À la voix du bonimenteur, j'ai ajouté celle des ventriloques. Des acteurs masqués se mélangeaient aux images pour que le public ne se sente plus en sécurité. Des accessoires terrifiants complétaient la séance. J'ai emmené le spectateur de l'autre côté du miroir. Le miroir, c'est le nom que j'avais donné au rideau de percale, l'écran, que j'avais placé entre la salle et la lanterne de projection, dissimulée aux yeux du public. Je n'ai passé ma vie qu'à une seule chose, à jouer avec la peur. La mienne, celle des autres. La peur. La peur du vide et du gouffre. La peur du noir. La peur de ses propres démons. Le plaisir d'avoir peur. Le plaisir de se faire peur. N'est-ce pas ce que vous appelez maintenant le cinéma ? Et puis je suis mort. Stendhal en a même profité pour me traiter d'escamoteur. Eh bien oui, j'ai écrit mes mémoires pour ne pas être considéré comme un magicien. Or maintenant, je le clame à la face de l'univers, j'en suis fier. Oui, j'ai été un escamoteur. Oui. Toutes les recherches qui ont suivi les miennes ont voulu à leur tour attraper le secret du mouvement. C'est-à-dire ce qui est escamoté au regard, mais qui existe. Me voici revenu dans ma ville natale, à Liège. C'est là qu'après moi, un authentique savant, un professeur, un physicien, je lui tire mon chapeau, s'est passionné justement pour ce qui est escamoté à nos yeux. J'ai nommé Joseph Plateau. Mais lui s'intéresse aux illusions d'optique. Observez ces dessins. Ils semblent identiques, mais ils sont imperceptiblement différents. Pour expérimenter la persistance rétinienne des impressions lumineuses, Plateau décore des disques en carton qu'il troue de fentes à intervalles réguliers. Quand on fait tourner le disque et qu'à travers la fente on regarde l'image du dessin réfléchi dans un miroir, on a vraiment l'impression que les dessins se mettent à bouger. C'est la première fois que des images s'animent, pour ainsi dire, par des effets purement optiques et non plus mécaniques. C'est une révolution.
Charles Baudelaire, le poète des fleurs du mal, restera subjugué encore des années plus tard par ce joujou philosophique. Ce sont ses propres mots. Ce joujou, c'est le phénakistiscope. La vogue en sera extraordinaire. Un fabricant anglais a même commercialisé plusieurs disques de plateau pour lesquels il m'avait emprunté le nom de fantascope. Un jour de l'été 1829, Joseph Plateau a fixé le soleil de midi, réussissant à tenir 25 secondes. Il voulait comprendre ce qu'était la lumière. Il ne voit plus. Puis, fort heureusement, il retrouve ses yeux. Mais en 1843, Plateau devient complètement aveugle. Malgré tout, il continue à travailler 40 années encore. Un passionné d'optique aveugle. Quelle ironie. Ah, moi aussi. Si Daguerre avait pu fixer mes traits sur la plaque de cuivre, vous verriez aujourd'hui mon vrai visage. Le procédé mis au point par Joseph Plateau aboutit aux zootropes de l'anglais Horner. Au lieu d'être collé sur un disque, la suite de dessins est disposée à l'intérieur d'un cylindre percé de fentes verticales, équidistantes les unes des autres. Il suffit que je fasse tourner le cylindre et l'image s'anime. Illusion. Mais le principal atout du zootrope, c'est la possibilité de regarder à plusieurs les images. Ainsi en avait-il toujours été dans mes spectacles de fantasmagorie. Rien à faire. Vous voyez bien, je suis toujours là, dans les coulisses. Lorsque l'on raconte l'histoire, les années peuvent passer en un éclair, comme par la fente du phénakistiscope ou du zootrope. Tac, tac, tac. Moi, Robertson, j'ai connu l'Ancien Régime, la Révolution française, le Directoire, le Consulat, Napoléon, la Restauration. Après ma mort, il y a eu le Second Empire et Paris est devenu une ville moderne. Après le physicien de génie Joseph Plateau, entre en scène un homme de spectacle, Émile Reynaud. Naturaliste, poète, bricoleur, Émile Reynaud a travaillé comme projectionniste de lanternes magiques. Il croit à l'instruction par l'image, à la science illustrée. Il est bien plus raisonnable que je ne l'étais. Avec une boîte à biscuits vide, Émile Reynaud a construit un jour une nouvelle machine. Ce sera le praxinoscope. Un prisme, pourvu de miroir, est placé au centre d'un cylindre. De la sorte, les images dessinées, imprimées sur une bande de papier, se réfléchissent, cette fois, sur chacun des miroirs. Ce qui limite la phase d'obturation et donc les saccades. La netteté et la luminosité
sont étonnantes. Avec l'exposition universelle de 1878, le plan de la Tour Eiffel n'est même pas dans les cartons. C'est le succès. Reynaud emménage derrière Pigalle, dans ce quartier où j'avais fini par installer mon palais d'attractions. L'appartement devient son usine. Il passe un contrat avec un fabricant de Nogent-sur-Marne pour les parties métalliques, avec un miroitier pour les facettes du miroir central, avec un lithographe pour la reproduction des bandes illustrées. Les commandes arrivent de France, de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne. 100 000 praxinoscopes sont vendus en quelques années. Clowns et acrobates, lions, écuyers et baigneuses s'invitent à domicile dans les salons et les salles à manger. La mise au point du praxinoscope théâtre ajoute un nouveau perfectionnement. Un jeu de miroirs supplémentaires permet de placer l'action à l'intérieur d'un décor. Mais c'est un mouvement toujours identique, un mouvement perpétuel. Chut. Ne faites pas de bruit. La scène suivante se passe à Paris, 2 ans plus tard, le 26 septembre 1881, dans un immeuble tout neuf au-dessus des jardins du Trocadéro. On pourrait maintenant apercevoir la Tour Eiffel. Entre-temps, la photographie s'est imposée. Elle passionne jusqu'aux scientifiques, comme le professeur Marais. Ce soir-là, le savant donne une réception en l'honneur d'Edward Muybridge, un grand photographe venu d'Amérique. Je suis invisible. Alors je me glisse parmi les invités. On voit que Muybridge débarque du Nouveau Monde. Enfin quelqu'un qui voit les choses en grand. Existe-t-il, durant le galop du cheval, un moment très bref où les 4 sabots se trouvent en même temps hors du sol, comme si l'animal volait? C'est la grande question du moment. Muybridge apporte la réponse grâce à la photographie. Il raconte que grâce à la fortune du patron de la Central Pacific Railway, Leland Stanford, l'ancien gouverneur de Californie, il a pu installer à Palo Alto un studio de prise de vue en plein air. 24 appareils sont disposés dans une sorte de stand. Chacun saisit une image en 2/100 de seconde. Muybridge fait passer un cheval devant un mur blanc. À chaque pas, l'animal brise un fil et la rupture provoque le déclenchement de l'un des appareils. Après avoir montré les 24 photographies représentant les mouvements d'un cheval au pas, au trot et au galop, Muybridge anime l'animal grâce à son zoopraxiscope de projection. Sur les murs de l'appartement du Trocadéro, les chevaux galopent, puis des ânes, des chèvres, des cochons. Des êtres humains également, qui entrent dans la ronde. Edward Muybridge s'exprime dans un anglais shakespearien. Il a quitté Londres, il avait 22 ans. L'homme est un aventurier. Il a photographié la guerre contre la tribu indienne des Modocs. Un jour, il est allé trouver celui qu'il soupçonnait d'être l'amant de sa très jeune femme. Il l'a abattu froidement, d'un coup de Smith & Wesson.
Acquitté, le meurtrier va se passionner plus que de raison pour les êtres vivants. Muybridge se met en tête de prendre ce qu'il appelle une suite de photographies mouvementées. Ce n'est pas l'illusion de la vie qu'il cherche à recréer, mais le mouvement qu'il voudrait analyser, fragmenter, décomposer. Pour cela, il fabrique plusieurs obturateurs à très grande vitesse. Il capture des animaux, il dirige des modèles, lutteurs, forgerons, sportifs ou joueurs. Lui, l'ancien athlète qui s'exhibe nu, c'est Muybridge. J'aurais aimé aller en Amérique, comme les chercheurs d'or, comme mon fils Eugène. Le professeur Marais, non plus, n'a pas traversé l'océan. Mais il a eu la chance d'être couvert d'honneur par la République, la Troisième République. Il est professeur au Collège de France. Il sera président de l'Académie des sciences. Le ministère de la Guerre, après la défaite de 70, veut connaître la méthode de marche de l'armée allemande et lui commande des recherches. Jules Ferry le soutient. Médecin de formation, physiologiste exceptionnel, Marais a 52 ans quand l'étude du mouvement l'amène à l'usage à grande échelle de la photographie. Marais et Muybridge sont des jumeaux conçus par le destin. Mêmes initiales, même année de naissance, 1830, même année de mort, 1904. Des deux côtés de l'Atlantique, c'est peu dire qu'ils partagent la même obsession. Mais Marais innove. Au lieu d'avoir recours à une batterie d'appareils photographiques, il veut réussir à capter le mouvement grâce à un seul objectif. Étienne Jules Marais passe la saison froide sur les falaises de la baie de Naples. L'Italie l'inspire. Moi qui avais le diable aux trousses, dire que je n'y suis jamais allé. C'est dans sa villa de Posillipo qu'il met au point, durant l'hiver 1881, l'ancêtre des caméras modernes. Je rêvais, écrit-il, d'une sorte de fusil photographique saisissant l'oiseau dans une attitude, ou mieux encore dans une série d'attitudes exprimant les phases successives du mouvement des ailes. Les résultats ne seront pas à la hauteur de la sophistication du prototype. Les séries d'images obtenues sur plaque sont trop petites et limitées à une dizaine d'images par seconde. Marais abandonne son fusil. Il obtient des crédits de l'État pour construire en plein bois de Boulogne, au Parc des Princes, l'équivalent du studio en plein air de Muybridge, qu'il baptise la station physiologique. Sur une grande piste circulaire, Marais a installé un nouvel appareil de prise de vue rapide sur plaque. Il a enduit le sol et le décor du fond de noir de fumée. Devant, il lâche des oiseaux, des chevaux, des cavaliers. Vous vous souvenez que j'ai été fantasmagore, mais aussi aéronaute. Marais a été, comme moi, passionné par l'art de voler. L'oiseau est plus lourd que l'air et pourtant il vole. Or, il ne vole pas parce qu'il est vivant, mais par des moyens mécaniques. Il observe des heures, des jours les exercices de gymnaste, un détachement de cavalerie que lui prête l'armée française, la marche d'un homme habillé de blanc des pieds à la tête, ou un homme habillé tout en noir, comme un scaphandrier explorant les fonds de la Seine, tel un comparse de ma fantasmagorie, tel Fantomas,
que l'on verra bientôt hanter l'écran des salles obscures. Après l'emploi des plaques de verre, il est le premier à reproduire et à fixer sur le support souple du papier sensible, puis du celluloïde, la succession à grande vitesse de ce qu'il nomme ses chronophotographies. Le voici qui ouvre son courrier, sans doute chronophotographie par son assistant, son homme de confiance, Georges Demény, qui gère la station physiologique 6 mois par an quand le professeur est à Naples. Marais a la passion du mouvement. Il veut en extraire les lois physiques, en réaliser le dictionnaire, l'encyclopédie en images. C'est bien simple. Marais voudrait enregistrer tout ce qui bouge, tout ce qui tombe, marche, vole, saute, pédale, défile, galope, tout ce qui remue, la fumée, la circulation du sang, le travail des muscles. En cette fin de 19e siècle, il n'y a pas que les savants et les photographes qui s'intéressent à l'analyse du mouvement. Quelques semaines après avoir été reçu à Paris par Étienne Jules Marais, Muybridge est invité par le peintre Meissonnier dans son atelier du boulevard Malesherbes, avec d'autres artistes renommés. Des hommes de lettres comme Alexandre Dumas fils, des auteurs dramatiques, d'autres peintres, Alexandre Cabanel, Léon Bonnat, Édouard de Taille, et surtout Jean-Léon Gérôme qui a peint cette scène de péplum. Les maîtres de la grande peinture de genre de l'époque. Ces peintres sont fascinés par la photographie avec laquelle ils rivalisent. Ils ne peignent qu'en atelier, mais je dirais qu'eux aussi, ils attendent le cinéma. Ils construisent d'immenses scènes, ils organisent de grands spectacles. Ils veulent continuer à raconter des histoires hautes en couleurs. Ils encerclent le spectateur, ils adaptent la vision panoramique. Ils attirent notre œil, ils le dirigent, ils le mettent en mouvement. Ils utilisent le gros plan, le plan moyen, le plan large, le découpage. Au moment où les images s'animent, ils rêvent de nous transporter dans l'espace, dans l'instant d'avant, l'instant d'après, dans le temps. Toutes ces femmes me donnent le tournis. J'adorerais les déguiser, les vêtir de voiles et de tissus transparents, comme en Orient ou dans l'Antiquité de nos songes. Hein, si j'avais pu être à la place de Muybridge, comme j'aurais aimé raconter des histoires avec tous ces modèles. Vous imaginez? 781 planches, 30 000 clichés du mouvement animal et humain. Toutes sortes de positions, de gestes, d'attitudes, de postures, de mise en scène. Muybridge est une sorte de barbe bleue moderne, un chasseur, un collectionneur. Habillée, déshabillée, en robe, en jupon, nue. Elle descend des marches, elle monte des escaliers, elle court, elle tourne, elle danse, elle fume des cigarettes, elle se lave, elle se couche. Parmi elles, 2 étaient ses favorites, Blanche Epler et Catherine Emmer. Aimée. Quel nom pour l'une des premières actrices de cinéma du monde. Elles ont beau nous dire au revoir, comment croire qu'elles ne sont plus vivantes?
Et puis c'est l'effervescence des années 1890, la belle époque. Un nouveau siècle approche. J'ai connu cette sensation d'électricité dans l'air. Georges de Mény est un voleur de feu, comme Arthur Rimbaud qu'il fréquente. C'est l'un des pionniers de la gymnastique. Il est excellent violoniste, c'est un technicien hors pair. Au bout de 12 ans de collaboration, Maret renvoie de Mény. De Mény prend son indépendance. Il va jusqu'à créer une société financière pour exploiter ses brevets. Il est peut-être, en France, le seul qui imagine l'avenir commercial de la photographie animée. J'avoue que j'ai un faible pour Georges de Mény. Plutôt que de répertorier la mécanique du vivant en faisant poser des modèles, de Mény saisit sur le vif des scènes de la vie de tous les jours. Une femme se coiffe, une autre renverse des assiettes, un homme fume la pipe, un couple fait mine de se disputer. De Mény apprivoise ce qui frémit, le temps, la joie, l'émotion, ce qui est en suspens. C'est presque du cinéma, mais pas encore. Les prises de vue sont reportées sur un disque à raison d'une trentaine de photographies par sujet. Une boucle de quelques secondes, pas plus. Combien de gens seraient heureux, dit-il, s'ils pouvaient un instant revoir les traits vivants d'une personne disparue? L'avenir remplacera la photographie immobile, figée dans son cadre, par le portrait animé auquel on pourra, en un tour de roue, rendre la vie. On conservera l'expression de la physionomie comme on conserve la voix dans le phonographe. Ne restera plus tard qu'à les synchroniser pour compléter l'illusion. Ils ne ferment pas les yeux parce qu'ils sont dans l'autre monde. Ils ferment les yeux parce qu'ils sont aveuglés par la lumière des réflecteurs. L'image se met à parler pour la première fois. Et avec quels mots? Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Pendant ce temps, Émile Reynaud a agrandi son Praxinoscope théâtre. Et nous voilà le 18 octobre 1892 dans une salle obscure du musée Grévin. Grâce au théâtre optique, le public contemple enfin une projection sur grand écran. Avec 3 ans d'avance sur le cinématographe Lumière, les pantomimes lumineuses, des dessins animés avant l'heure, attirent 500 000 spectateurs en 8 années. Pour un peu, je serais jaloux. L'opérateur, Émile Reynaud en personne, peut faire durer la projection entre 6 minutes et un quart d'heure. Selon les séances, il varie la cadence du défilement, frise l'immobilité, joue de la marche arrière, prolonge le plaisir.
C'est la première fois que l'on peut voir des histoires d'une telle durée, animées image par image, avec autant de vérité. Émile Reynaud est le premier à mettre au point la bande perforée. Les pointes de la roue dentée pénètrent dans les trous de la bande flexible, que l'on appellera plus tard le film. Chaque bande comporte 300 à 700 dessins exécutés à la main. Il aurait fallu un atelier de dessinateur à Émile Reynaud. Or, il faisait tout seul. Il n'a pas voulu utiliser la photographie, qui n'était pas assez merveilleuse à ses yeux. Émile Reynaud, hélas, a eu peur. Il a peur de faire peur. Pas d'histoire de diable et de fantômes, pas d'histoire de vie et de mort, pas de sensations fortes. Émile Reynaud n'a pas su prendre les spectateurs à bras-le-corps. Bientôt s'en sera fini de son théâtre optique, qui disparaît quelques semaines avant l'ouverture de l'exposition universelle de 1900. Un beau jour, mauvais jour. Émile Reynaud casse à coups de marteau son exemplaire du théâtre optique. Il brise les miroirs où se reflétaient Colombine et Arlequin. Le soir, il va rôder sur les quais de la Seine, puis, sans qu'on le voie, il précipite dans l'eau noire les bandes de ses pantomimes lumineuses. Ne subsiste que pauvre Pierrot et autour d'une cabine. Pauvre Reynaud, adieu le temps des jouets. Voici que les spectateurs se laissent happer par d'autres spectacles. Une machine à sous permet de regarder à travers l'œilleton de petites images qui bougent. C'est le kinétoscope de Thomas Edison, encore un Américain. Par le trou de serrure, moi je n'ai pas crainte de le dire tout haut, on se penche, on observe des dames qui ôtent leurs dessous, des danseuses, des funambules, des jeunes filles sauvées d'un incendie. On se saoule, on se grise de mouvement. Mais le mouvement est de courte durée. Fils d'un brocanteur et d'une institutrice, vendeur de journaux, autodidacte, self-made man, industriel, Edison touche à tout. À l'électricité, au phonographe, au télégraphe, au téléphone. C'est lui, là, dans son laboratoire. Edison connaissait le travail de Muybridge. Sans doute aussi celui d'Émile Reynaud. Il avait rendu visite au professeur Marais, qui s'en méfiera. Il adapte la bande perforée. Manque de chance, l'Américain rate le système de la projection, la séance de projection. Dans ces boîtes, chacun regarde seul, tout seul, des films très brefs qui passent en boucle, perpétuellement. Edison croit que faire payer les spectateurs un par un est plus rentable. Il n'a pas tort. Il amasse une fortune considérable. C'est pourtant, qu'il m'excuse, un calcul à courte vue. Mais en 1895, les frères Lumière raflent la mise, au point de faire oublier la cohorte de leurs prédécesseurs, et moi le premier. Sans compter tous ceux dont ils ont éteint jusqu'au nom. Ottomar Anschutz, Leroy, Fritz Green, Augustin Leprince, Gray et Otway Latham, Thomas Armat, Charles Francis Jenkins, Max Skladanowski, qui donnait des projections à Berlin, et Léon Bouly, qui avait inventé le mot cinématographe. Tous ont été jetés sous les rails du train de l'histoire, le train du cinématographe Lumière. S'appeler Lumière,
C'est de la concurrence déloyale. Trois jours après Noël, un siècle après mes séances de fantasmagorie, a lieu, boulevard des Capucines, la première projection publique payante du cinématographe Lumière, dans le sous-sol de cet immeuble. Pensez qu'il a fallu successivement la photographie, la prise de vue photographique instantanée, la prise de vue à fréquence très rapide, au moins 10 par seconde, la projection lumineuse, la projection de vue photographique, la reproduction d'une action continue à travers une série d'images, la reproduction et la projection de séries d'images illimitées. Après avoir réussi à stabiliser la pellicule pendant la prise de vue, les frères Lumière ont mis au point une caméra légère, facile à transporter en extérieur, qui peut servir également de projecteur. Un homme passe 10 ans de sa vie à chercher un secret d'industrie, écrivait Balzac de mon temps. Une machine, une découverte quelconque. Il prend un brevet, il se croit maître de la chose. Il est suivi par un concurrent qui, s'il n'a pas tout prévu, lui perfectionne son invention par une vis et la lui ôte ainsi des mains. Est-ce que Monsieur Lumière est là, s'il vous Oui, plaît? monsieur, est-ce que monsieur a rendez-vous, monsieur Lumière? Oui. Oui. Eh bien, je préviens monsieur Lumière. Bonjour, monsieur. Maître, je m'excuse d'avoir forcé votre porte, mais j'ai voulu montrer à la jeune génération qui vous ignore l'homme qui lui a donné le cinéma. La première projection en public a eu lieu à quelle date? Vous permettez? Je vous en prie, maître. C'est Louis Lumière, filmé 40 ans plus tard, en 1935. Pardon? Je tournais et développais et tirais moi-même tous les films qui formèrent les premiers programmes du Grand Café. Ouvriers, ouvrières sortant de l'usine, le repas de bébé, la pêche au poisson rouge, baignade en mer, barque sortant du port, l'arrivée du train, l'arroseur, etc. Enfin, le 28 décembre 1895, nous ouvrions une salle de projection publique dans le sous-sol du Grand Café, et ce n'est qu'à partir de cette date que quelqu'un put dire « je suis allé au cinéma ». Une fois calmée la curiosité du public, l'intérêt de nos projections de petits films de très court métrage, qui n'étaient que démonstratifs ou documentaires, s'atténua. Et l'exploitation spectaculaire ne reprit qu'avec les grands films fantastiques de Méliès, puis ceux théâtraux de Pathé et de Gaumont. On connaît la suite et le développement pris depuis lors par le cinéma. Maître, je vous remercie de m'avoir accordé cette entrevue. Je suis sûr que les jeunes générations françaises qui vous voient sont heureuses de faire votre connaissance. Je suis très touché, vous remercie, monsieur, de votre venue. Voyez-vous tous les visages éclairés par le faisceau de lumière? Voyez-vous les spectateurs du monde entier aimantés par l'écran qui leur donne rendez-vous dans d'autres vies? N'est-ce pas moi, Étienne Gaspard Robertson, qui a inventé, avec un siècle d'avance, le spectateur? Pas celui qui ne craint rien, celui qui ne peut pas oublier qu'il est au théâtre, mais le spectateur qui ne sait plus où il est, dans quel monde il habite, s'il vit, s'il dort, s'il rêve. Le spectateur de cinéma. Le spectateur, le premier, c'est moi qui l'ai plongé dans le noir, dans la nuit artificielle. Regardez-le. Il est toujours là.
N'ayez pas peur, il ne craint plus rien. Comme moi, il est mort depuis longtemps. C'est son image qui nous reste. Mais quand même, nous voudrions l'empêcher de sauter. Lui crier « Non, non, n'y va pas !» Et en même temps, dans notre cœur, nous ne voulons que ça, qu'il y aille. C'est cela le cinéma. C'est projeter sur un écran à la fois nos peurs et nos désirs. Mais si ces images en noir et blanc, c'était vraiment du cinéma, l'homme ne serait pas vraiment tombé du premier étage de la Tour Eiffel ce 4 février 1912 à 8h30 du matin quand il a été filmé pour la première et la dernière fois de sa vie. Un mannequin de cire ou de crin aurait été jeté à sa place. La scène aurait pu être filmée en studio. L'homme aurait sauté d'un praticable placé à 1 mètre du sol, le plus simple des trucages. Vous pousseriez un soupir, plus de peur que de mal. On y croirait, mais ce ne serait pas vrai. Ça n'est jamais tout à fait vrai, le cinéma. Mais il faut qu'on y croie quand même. Croire à tout ce qui est incroyable. N'est-ce pas ainsi que Georges Méliès, dont on dira que c'était mon fils spirituel, tournait ses films fantastiques dans son atelier de Montreuil, en musique et en couleur. Méliès avait été le premier à comprendre que ce n'était pas nécessaire de mourir pour de bon, de faire couler du vrai sang, de se jeter vraiment dans le vide. Il en a fallu des inventeurs, des bricoleurs, des ingénieurs, des saltimbanques. Mais le cinéma aurait-il continué à exister jusqu'à aujourd'hui, sans nous, sans les poètes, sans les artistes? Vous savez, les frères Lumière n'y croyaient pas trop à leur machine. Leur père, Antoine Lumière, aurait même cherché à dissuader Georges Méliès, qui voulait acheter l'appareil du cinématographe. Il lui aurait dit à peu près: « Vous savez, le cinéma, c'est une invention sans avenir.